Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Nous accueillons aujourd'hui Michel Philippot, co-auteur avec Emmanuel Philippot, co-auteur du livre Un monde à construire ensemble, aux éditions 2031. Bonjour Michel. Bonjour Romain. C'est un grand plaisir de t'accueillir. Ah, toujours. Tu connais la maison ? Ouais, oui. Un petit peu. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'habitat alternatif, de l'autonomie, de la notion de respect du vivant aussi. Et Michel va proposer quelques pistes de réflexion. Alors comment es-tu arrivé à t'intéresser à ce sujet de l'habitat ? J'y suis tombé dedans par hasard. J'habitais à côté de la plus grande cimenterie d'Europe. Mon frère il avait travaillé un peu à la cimenterie comme géologue. Et moi, j'avais décidé d'acheter une maison dans un petit village en Belgique, à côté d'une énorme cimenterie. Et puis tout d'un coup, je reçois dans ma boîte aux lettres un papier qui dit qu'ils vont valoriser des combustibles de substitution. Et en fait, c'est tout simplement, ils vont brûler des déchets toxiques et dangereux. Et j'apprends en fait que pour fabriquer du ciment, longtemps, ils ont cuit la pierre avec du pétrole lourd, et puis là, ils commencent à brûler des déchets toxiques et dangereux. Et puis, je fais des analyses de mon jardin, j'ai la terre qui est polluée, et puis c'est là que je me suis intéressé à d'autres manières de construire, parce que d'abord, j'ai milité contre ce projet, et puis j'ai vu que ça se faisait partout en France, dans le monde, et puis un jour, j'ai décidé de quitter le lieu où j'étais, et j'ai construit autrement, 2 maisons, et très vite, je me suis intéressé à comment on pouvait changer la matrice productive du bâtiment, c'est-à-dire changer nos manières de construire complètement. Et voilà l'origine. On va parler dans quelques instants de cette idée de construire autrement, mais j'aimerais qu'on revienne sur les habitats d'aujourd'hui, principalement créés à partir de béton. Quelles sont les problématiques liées à ces habitations aujourd'hui ? Eh bien, tout d'abord, il y a plein de gens qui n'arrivent plus à chauffer parce que les bâtiments sont mal isolés, beaucoup de gens sont mal logés. La principale pour moi catastrophe, c'est une catastrophe écologique. Aujourd'hui, le bâtiment, donc la vie du bâtiment à cause du chauffage, et surtout parce qu'il faut cuire la plupart des matériaux qu'on utilise, eh bien ça émet énormément de gaz à effet de serre. Donc c'est un des premiers, la question du bâtiment et de la construction, c'est un des premiers leviers si on veut changer nos matrices, si on veut changer nos manières de faire, parce que effectivement, ça consomme énormément de gaz à effet de serre. La plupart des matériaux aussi, on construit de plus en plus avec de l'autre côté de la planète, etc. Mais c'est vraiment la crise climatique pour moi qui est la principale source de problèmes, et en même temps, comme j'ai expliqué, la fabrication du ciment émet des déchets toxiques, on les retrouve à la fois dans le ciment, on les retrouve dans la nature, dans l'univers, et donc tout ça, ça pose des questions sur un monde qui est le monde capitaliste, qui produit des choses qui, à un moment, ne trouve pas de solution sur du long terme. Et sur du long terme, si on veut diminuer les gaz à effet de serre, et si on veut faire des vraies bifurcations, et puis si on veut lutter contre le mal logement et les gens qui n'arrivent plus à se chauffer, il faut aller vers d'autres initiatives. Dans cet ouvrage, vous proposez l'idée de construction BTP, bois, terre, paille. Qu'est-ce que c'est ? Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est quelque chose, d'abord c'est un terme symbolique, c'est-à-dire que le BTP, c'est le bâtiment travaux publics, et nous on dit que le BTP est devenu béton tôle plastique, et qu'il faudrait essayer de le transformer en bois terre paille. Donc on a simplement utilisé les mots BTP, mais c'est surtout comment on peut travailler avec des matériaux qui sont issus de la nature, comment on peut travailler avec des matériaux qui sont crus, donc c'est-à-dire qu'on ne cuit pas, parce que c'est ça qui va faire la différence énorme des gaz à effet de serre. Nous, nos manières de construire, en fait, souvent même, ça va stocker du CO2 plutôt que d'en consommer. Donc c'est ça qui change complètement. Et puis l'isolant qu'il y a dans la paille, par exemple, va permettre de très peu chauffer les maisons. Et par exemple, il y a des bâtiments de 7 étages et de 11 étages qui sont à Saint-Dié-des-Vosges qui font qu'il n'y a que 5 € de chauffage par mois.
Et donc nous, ce qu'on veut, c'est évidemment par la paille, par l'isolant, chauffer moins, et aussi par la terre, c'est faire de la masse thermique, c'est réguler la température une fois qu'on évite le chauffage, quoi. C'est des matériaux depuis la nuit des temps qu'on peut trouver localement, qui sont abondants et qui nous permettent de faire une vraie transition écologique. Voilà. Si on veut faire une vraie bifurcation, quand vous entendez, il faut 3 leviers, il faut réfléchir à nos déplacements, il faut réfléchir à ce qu'on mange, et puis surtout, il faut réfléchir à comment on se loge, quoi. Voilà. Et donc cette technique existe depuis beaucoup d'années. Depuis la nuit des temps, les premières constructions sont en terre, je vais dire, c'est des méthodes très anciennes, mais qui là, nous, on essaye de remettre au goût du jour avec des méthodes modernes, quoi. Voilà. Et il en existe encore aujourd'hui, dans le nord de la France par exemple. Ah oui, d'abord il y a la construction en terre, la moitié de la ville de Lyon est en terre encore aujourd'hui, Strasbourg, il y a plein d'endroits où c'est comme ça, en tout cas voilà, dans le nord de la France il y a du torchis, mais il faut pas aller loin, hein. Vous allez sur la route entre Grenoble et Lyon, très vite vous allez voir des maisons en terre, toute la partie du Dauphiné, il y a 75% de constructions historiques qui sont en terre, et puis alors dans le monde, c'est 50% des personnes qui habitaient dans une construction en terre en 1980. Ça a tendance à diminuer. Et puis l'idée c'est surtout qu'on veut reprendre ça autrement parce que c'est un des moyens de lutte le plus efficace contre le réchauffement climatique. Et on peut construire tout type d'habitation, maisons, immeubles. Voilà, maisons, immeubles, voilà. Alors effectivement il y a des règles professionnelles qui sont sur tous ces sujets-là. Donc d'abord il y a des documents, il y a des règles professionnelles, il y a des DTU sur la construction en bois. Donc il y a 4 DTU sur la construction en bois, c'est ce qu'on appelle des documents techniques unifiés, mais ça c'est depuis très longtemps. Charpente, en fait, pour faire des charpentes, pour faire des façades, et puis pour faire les ossatures des constructions. En fait, le bois on l'utilise comme structure, c'est ça qui est le plus intéressant. Et puis alors, sur la paille, il y a des règles professionnelles depuis 2012, même s'il y a des constructions en France depuis 1921, et il y a des constructions avec des bottes de paille qui sont depuis 1830 dans le Nebraska, et puis dans la construction, on introduit la paille depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années. Mais je veux dire, la botte de paille, elle existe que depuis 200 ans, quoi. Voilà, 190 ans. Et quels sont les avantages de ce type d'habitat ? Alors, les avantages, comme je dis, un des principaux avantages, c'est la question de diminuer nos coûts de chauffage. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage, c'est que, comme je vous ai dit, ces bâtiments à Saint-Dié-des-Vosges qui ont 5 € de chauffage, et donc ça, c'est vraiment l'idée de ne plus chauffer sa maison, et de l'isoler, et en même temps d'avoir une régulation thermique, voilà. Après, un des avantages, c'est qu'on travaille tout localement, parce que 50% de la paille, aujourd'hui, par exemple, sont dans un rayon de moins de 10 km. On peut travailler avec nos agriculteurs locaux, on leur trouve des débouchés supplémentaires, on peut retravailler avec un maillage de petites scieries, au lieu de faire des coupes rases, je veux dire, et d'utiliser le bois, et c'est une horreur pour du chauffage, on va l'utiliser pour la construction noble, et on va redonner plein de boulot ici localement si on fait ça. Et puis la terre, il y en a partout, je veux dire, c'est un des plus gros déchets en fait, parce qu'il y a énormément de déchets, la moitié c'est de la terre dans les déchets en France. Il y a, je veux dire, presque 76% sont issus du BTP, la moitié c'est de la terre. Et parce qu'on creuse des tunnels, on creuse, quand on bouge pour les travaux publics, on bouge énormément de terre qu'on met en déchetterie. Et puis en même temps, vous allez, rien qu'ici dans ce département, vous allez voir le lac de Serponçon, vous avez sans arrêt, il dégage la Nitte qui est à côté. Je veux dire, vous avez, dans toutes les, voilà, il y a énormément, quand on essaye de prendre du sable, on remet plein de terre, et puis dès que vous faites des travaux, il y a énormément, dans ce département, il y a des dizaines et des dizaines de carrières qui ont comme déchet la terre parce qu'ils essayent de faire du sable, et donc et là en fait c'est leur déchet la terre, on en a en abondance, c'est tous les matériaux qu'on a en abondance, on mange du pain, et donc si on isolait tous nos bâtiments en paille et qu'on construisait tout en paille, on n'utiliserait que 10% de la paille qu'on utilise à ce jour pour du pain. Donc l'idée c'est de travailler avec ce qu'on a autour de nous, et surtout donner de l'emploi à tout le monde, et refaire travailler. Dans nos lieux, par exemple, ici, on créerait des milliers d'emplois sur les Hautes-Alpes. Donc matériaux peu chers, création d'activités. La question climatique aussi, écologique, qui se pose avec... Je peux l'expliquer dans le détail, la question climatique, parce que souvent, on ne comprend pas trop. En fait, la plupart des matériaux sont cuits. Par exemple, la pierre, quand on fait du ciment, elle est cuite à 1800 degrés.
Et donc, comme on cuit un matériau, bien, il émet du gaz à effet de serre. Alors ça paraît un peu bizarre parce qu'on ne comprend pas toujours c'est quoi les gaz à effet de serre, mais les gaz à effet de serre, en fait, normalement, il y a un équilibre dans la planète entre, je vais dire, ce que le CO2 qui est capté par l'atmosphère, qui est capté par les océans, qui rentre dans la Terre, et qui à un moment va se transformer en gaz, en pétrole, en voilà. Et puis, et donc pendant des années, il y a eu un équilibre entre le monde animal et le monde végétal. En fait, le monde animal, le monde humain, eh bien, il va prendre du CO2 naturellement. Et le monde végétal, il va stocker du CO2, je vais dire, dans le sol, etc. Et ici, pendant quelques centaines d'années, on a été très vite chercher tous les stocks de pétrole, tous les stocks de gaz, tous les stocks de charbon, et on a relégué tout ce CO2 qui avait été stocké pendant des milliers d'années dans le sol, on les a relégués très vite dans l'atmosphère, et au même moment, on a empêché le CO2 de se reconstituer. C'est-à-dire que comment il se stocke le CO2 ? Eh bien, c'est parce qu'il y a du bois qui pourrit lentement et qui va commencer à se mettre dans le sol. Voilà, tandis qu'aujourd'hui, on fait des coupes rases, on pratique une agriculture qui n'a aucune conservation des sols, c'est-à-dire que voilà, on les met les sols à nu, donc il n'y a plus de stock de végétaux qui se mettent dans la terre. Et donc en fait, ces différentes choses font qu'il y a un déséquilibre par rapport au CO2. Et là, par exemple, on va utiliser, parce qu'on va cuire la pierre, et donc ça met du CO2 dans l'atmosphère. On va cuire pour faire du verre, on va cuire pour la plupart des isolants. Tous les isolants pétrochimiques sont faits à partir de cuisson. Tandis que la paille, le bois, la terre, la pierre crue, je veux dire, voilà, ce sont des matériaux crus, en fait, qu'on ne chauffe pas. Et ça, c'est énorme, parce que quand, effectivement, vous utilisez du CO2 quand vous faites votre petite popote, mais quand on parle de ciment, on parle de milliers, des milliers de tonnes, quoi. Et donc ça, c'est un des effets, c'est ça. Et le deuxième, eh bien, c'est parce qu'on chauffe les maisons. Chauffer les maisons, c'est toute la journée, et c'est pas la même chose que... Voilà, et les refroidir, c'est la même chose. On va utiliser du CO2 pour les refroidir. Et donc, voilà, ça va consommer énormément de CO2. Et puis encore un petit détail, c'est que si on met la paille et le bois dans les maisons, ce sont des stocks de CO2 qui, quand ils sont à moins de 20% d'humidité, ne vont pas soit être brûlés, où là c'est zéro, on a pris un arbre, on l'a brûlé, voilà, c'est zéro, soit ils stockent du CO2 dans le sol, mais lors du processus de décomposition, en fait, ils vont aussi émettre des gaz à effet de serre avec le méthane par la putréfaction, mais ils vont plus stocker du CO2, mais tandis que là, c'est un stock momentané, mais beaucoup plus fort. Et donc, ces constructions-là stockent du CO2 momentanément, et c'est pas banal à cette période-ci de pleine crise climatique, parce que le ballot de paille, en général, on n'en fait rien, il retourne au sol dans la meilleure quand c'est du bio, et quand c'est pas du bio, il les fout en truc, et puis après ça, parfois il les brûle, en tout cas, il les donne à manger aux animaux, mais il n'y a pas de stock, puisque ça, à ce moment-là, ça se retourne en paix des vaches, etc., qui eux-mêmes font du CO2, etc. Quoi, voilà. C'est un peu compliqué ce que j'ai dit, mais voilà, c'est le cycle un peu du CO2, et nous, l'idée, c'est vraiment de casser ça, et de diminuer d'un tiers les gaz à effet de serre si ça se faisait sur la planète. Michel, on va faire une comparaison avec le béton. Ouais. Est-ce que ces matériaux ont une aussi importante solidité ? Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est effectivement, chaque matériau doit avoir sa place, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, le béton, pourquoi on l'utilise ? Aujourd'hui, on va parfois utiliser le béton en revêtement intérieur. Là, vraiment, c'est une catastrophe parce qu'on n'a pas besoin d'avoir ce genre de propriété, etc. Alors, le béton, il existe en 1860, voilà, il arrive tout doucement, mais le mot béton, c'est un mot générique, parce que d'abord, on a parlé des bétons de chaux, on a parlé des bétons cyclopéens, et puis avant le ciment, les gens construisaient des maisons et des cathédrales, quoi, des cathédrales qui ont été parfois construites sur des pieux d'acacia. Et ce qu'il y a, c'est que, en fait, tous les matériaux ont une logique de construction, une logique par rapport à ça. Par exemple, dans le temps, on essayait de construire des cathédrales sur des marécages, dans des lieux où il y avait toujours de l'humidité, on y mettait des pieux d'acacia, et ces pieux, en fait, ils étaient plantés dans un endroit où ça serait toujours humide. Parce que le bois, par exemple, il va pourrir s'il est
soit, s'il est tout le temps sec ou s'il est tout le temps humide, il va pas pourrir. Par contre, c'est s'il est sec, puis il est humide, puis il est sec, puis il est humide, à ce moment-là, le bois va commencer à pourrir. Et donc, aujourd'hui, on pourrait pas vraiment, au niveau des fondations, faire autrement, parce qu'en fait, on a commencé à avoir des endroits où on a canalisé l'eau. Et donc, on a asséché des sols, et par exemple, il y a des cathédrales aujourd'hui qui bougent, parce que le sol qui a été humide pendant des milliers d'années, ou pendant des centaines d'années, plutôt des centaines pour les cathédrales, mais je veux dire, tout d'un coup devient sec, et là, ils perdent leur stabilité. Donc ça, c'est au niveau des fondations. Alors après, en général, on travaillait historiquement avec des pierres de taille pour la partie qui avait de l'humidité, qui n'avait pas de l'humidité. La pierre, c'est extrêmement solide, ça pourrit peu, mais donc à ce moment-là, on a une pierre solide qu'on travaille, qui est non gélive, et qu'on travaille de manière comme ça. Donc on a su faire des bâtiments énormes, etc. Alors après, au niveau de la terre, eh bien, la terre, en fait, il faut comprendre le matériau, et c'est pour ça que nous on travaille avec des ingénieurs en sciences des matériaux et avec des cimentiers, aujourd'hui avec des travailleurs du ciment plutôt, donc des ouvriers cimentiers qui sont bac+5, qui sont ingénieurs en sciences des matériaux, et on a localisé tous les types de terres qu'il pouvait y avoir, et on sait que depuis les nuits des temps, on a fait par exemple des terres qui avaient des résistances mécaniques extrêmement fortes. Alors c'est des théories, mais c'est des théories pointues au niveau scientifique, et aujourd'hui on sait qu'on peut faire à partir de la terre des pierres. Je veux dire, en Égypte par exemple, les pyramides, en tout cas voilà, on a retrouvé des hiéroglyphes sur des papyrus, des recettes, avec de la cendre de papyrus, du natron, je veux dire avec pas mal d'éléments, et puis du métakaolin, donc qui est une sorte d'argile, où on arrivait avec une certaine température de 60 degrés, en mélangeant les différents ingrédients, à faire des pierres. Après, avec les argiles plutôt gonflantes, on a depuis la nuit des temps travaillé avec, par exemple, c'est hyper compliqué ce que tu me demandes, c'est très très pointu, mais on a travaillé avec ce qu'on appelle des polymères de sucre, comme de la bouse de vache, voilà, ils travaillaient avec tous ces matériaux-là, et ils amélioraient la résistance mécanique de ces produits-là, ils arrivaient à des résistances parfois aussi fortes que du ciment. Et donc, si on a besoin de ce genre d'utilité de la terre, c'est des recherches qu'il faut faire, mais il faut faire selon le type de terre qui est local. Moi, ce qui m'a intéressé dans le boulot que j'ai pu faire, parce que moi, l'idée, c'est de faire une bifurcation complète au niveau de la France, au niveau de ces matériaux-là, c'est qu'on a géolocalisé tous les types de terre qu'il y a partout, parce qu'on étudie par rapport au glissement de sol. Et donc, on pourrait travailler des recherches scientifiques et de la méthodologie générale à partir de lieux tous les 30 km, avec des matériaux de pays qu'on pourrait avec des recettes pour avoir des résistances mécaniques un peu plus fortes. Après, il y a des endroits où on n'a absolument pas besoin de résistance mécanique. Nous, l'idée, c'est de faire le bois qui est un peu quelque chose de structurel, la paille comme isolant, et la terre plutôt comme enduit intérieur, Mais après, la terre, si on doit l'utiliser à des moments, aujourd'hui, moi, je suis quand même plutôt pour travailler soit avec des pierres, au niveau des fondations, et pourquoi pas même avec du ciment, parce que si on n'a que le ciment sur cette partie du bas, on diminue énormément la quantité de ciment qu'on utilise. Mais ça, on va y aller étape par étape. Moi, effectivement, ça, c'est si on prend le pouvoir en main au niveau de la France et qu'on peut changer la matrice de la production, on peut avoir une réflexion sur du long terme sur la question des fondations. Mais moi, je pense que dans un premier temps, il faut travailler avec des fondations ciment classique et travailler pour tout ce qui est hors d'eau hors d'air, c'est-à-dire que dès qu'on est au-dessus de 60 cm du dernier rejaillissement ou au minimum de 20 cm du rejaillissement de la pluie, on travaille avec du bois, avec de la paille et puis des enduits en terre à l'intérieur, et on peut mettre éventuellement de la chaux en extérieur ou un bardage bois, etc. Un bardage bois, ça va être encore mieux pour le CO2, mais moins un peu, parce que la quantité de bois en France, il faut quand même bien la réfléchir. Ça, c'est ce qu'on peut faire dans l'immédiat, mais on peut planifier après, quelques années plus tard, pour vraiment travailler nos sous-sols, parce qu'il y a aussi une catastrophe par rapport à l'artificialisation des sols, et travailler autrement, effectivement, ça va diminuer l'artificialisation des sols, et ça va être très bien pour le vivant aussi, travailler autrement. J'étais hyper long, hyper complet, mais désolé, c'est des sujets qui sont pointus, Et passionné, tu es passionné. Ah oui, tout ça, c'est des choses de passion de vie, Tu viens de parler de futur à l'instant. Si cette méthode et cette technique vient à se développer massivement, est-ce qu'il pourrait y avoir une pénurie de ces matériaux ? Alors, je veux dire pas du tout.
Et c'est justement pour ça que je dis symboliquement bois, terre, paille, parce que en fait, c'est des matériaux que j'ai utilisés symboliquement pour qu'on prenne pas plus à la nature que ce qu'elle peut elle-même reconstituer. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'est que, par exemple, voilà, je l'ai dit pour le CO2, quoi. Comment on ne prend pas plus de CO2 dans l'atmosphère qu'on peut en reconstituer dans le sol. Eh bien, ça vaut la même chose pour ces différents matériaux. Alors, je vais prendre un à la fois. La paille, eh bien, il faudrait arrêter de manger du pain pour, pour ne plus en avoir assez. Parce qu'avec 10% de la paille, on peut construire tous les logements qu'on a besoin et les isoler avec ce qu'on utilise aujourd'hui en construction. Donc même si à un moment on devait construire plus, ça serait 15%, donc on a vraiment assez de ballots de paille, on n'a pas de problème de pénurie par rapport à ça, sauf si plus personne ne mange de pain. Alors effectivement, on pourrait dire, moi je suis tout à fait pour des matériaux comme le chanvre, comme d'autres matériaux alternatifs. Ce qu'il y a, c'est qu'à long terme, s'il y a une massification globale, à ce moment-là, à un moment, on va prendre des terres de culture pour faire que du chanvre. Et donc, effectivement, si localement, dans les Hautes-Alpes, on se dit c'est chouette, on met la culture de chanvre, etc., moi c'est super, mais si vraiment tout le monde en France et qu'il y avait une planification vraiment nationale de ça, on aurait des difficultés, on aurait d'autres réflexions à avoir. C'est pour ça que la paille de blé, puisque on mange essentiellement du blé, après si on veut manger du petit épeautre parce qu'il y a moins de gluten, tous les régimes, c'est génial à ce moment-là, si on remplace l'un par l'autre, c'est super. La terre, comme je vous ai dit, la moitié des déchets du BTP, on est à 114 millions de tonnes de terre chaque année, donc franchement, pour faire des enduits intérieurs, ici avec la nid du lac de Sarponçon, je pense que tout le monde peut déjà avoir chez lui des constructions. Alors le bois, par contre, c'est un peu plus complexe. Parce que le bois, il faut avoir un équilibre entre le bois. Pour le moment, nos forêts sont en légère expansion, mais elles sont malades du réchauffement climatique déjà. Voilà, il y a des problématiques avec nos forêts, parce que si ça chauffe, un arbre il peut pas se déplacer aussi vite que l'humain. Et donc le bois, en fait, moi, l'idée, c'est arrêter de faire des coupes rases pour se chauffer et prendre du bois d'œuvre pour construire. Et là, dans la balance, on va utiliser moins de bois pour construire que pour se chauffer, puisqu'on va diminuer le chauffage d'une maison. Et avec cette technique, il y a aussi une idée intéressante, une idée d'esthétisme de l'habitat, qui a une singularité de sa maison. Ouais, je pense que les gens, ils en ont marre des maisons prêtes à, voilà, qui sont toutes droites, qui sont, voilà, l'idée c'est aussi de faire quelque chose aussi qui nous ressemble plus, quoi. Moi, je pense que le capitalisme, il a rêvé nos cocons. Le capitalisme, il est entré dans nos papilles, quoi. Je veux dire, voilà, aujourd'hui, sneakers, tout ça, voilà, on a envie de certains produits qui sont pas spécialement les meilleurs pour la santé. Et voilà, ils nous tiennent comme ça parce qu'il y a des additifs, on commence un paquet de chips, on sait pas le finir, quoi. Voilà. Moi, je pense que l'idée aussi derrière ça, c'est de rêver nos cocons autrement, retrouver du beau, retrouver vraiment la question du beau, c'est une question essentielle, quoi. Comment on peut véritablement que les artisans retrouvent du sens. Moi, j'ai vu beaucoup d'artisans qui avaient plus de sens, c'est du prêt-à-poser, du prêt-à-plaquer. Tout est fait maintenant comme ça dans le bâtiment parce qu'on dit c'est moins cher et on doit être en concurrence avec la Chine. Et aujourd'hui, on est en concurrence avec tout le monde, tout est gris. Et peut-être que c'est chouette de remettre des couleurs dans la vie, non ? Je sais pas. Tu as raison, moi, totalement. C'est ce que je pense. Ouais. Comment faire en sorte que ces méthodes de construction soient mieux ancrées dans nos quotidiens ? Peut-être par l'éducation, l'enseignement. Il y a l'enseignement. Déjà, moi, ce que je suis super content, c'est que maintenant, dans tous les TP maçons, on peut enseigner la construction, voilà, avec l'isolation en paille, avec le bois, on peut, avec la pierre. Tout ça, c'est dans le TP maçon. On peut aujourd'hui travailler dans les CAP, dans les bacs pro, on peut travailler tout ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas formé assez les profs à tout ça. Et il y a vraiment une guerre culturelle à faire. Et la guerre culturelle, une guerre, c'est symbolique, hein, voilà. Et je veux dire, merci aux petites radios, parce que malgré tout, dans les grands médias qui appartiennent à Bouygues, qui appartiennent à toutes ces grosses multinationales qui ont intérêt à ce qu'il n'y a rien qui change, on ne va pas pouvoir parler de ces sujets-là. Moi, j'ai envoyé à peu près 83 livres dans les grands médias par rapport à ça, avec quand même la préface d'un ancien candidat à la présidentielle qui en a essayé d'en parler des dizaines de fois. Avec voilà, et jamais moi j'ai des grosses interviews sur ces sujets-là. Je suis super content. J'ai pour la première fois un 2 heures dans une radio-télévision suisse romande,
Mais voilà, c'est quand même unique. C'est la première fois que je vais dire, depuis Thomas Sankara, qu'il y a un président de la République, un candidat qui peut gagner, qui dit, ben voilà, nous on va construire autrement, on va changer complètement la matrice de la construction, et personne ne s'intéresse à ça. Aucun média ne s'intéresse à ça. Et ça, moi, je trouve ça complètement étonnant. On avait, par exemple, contacté plus de 300 médias, parce qu'on a sorti un texte de loi pour dire qu'on allait construire comme ça si on était au pouvoir, quoi. Et il n'y a personne qui s'est intéressé, il n'y a eu aucun média ce jour-là, quoi. Et pourtant, c'est une question primordiale, la Bah, c'est question du l'habiter, tout logement. le monde habite, voilà. Et puis les gens, ils payent cher leur logement, ils en peuvent plus, des loyers qui sont chers. Et puis la question du réchauffement climatique, c'est quand même l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, quoi. Voilà. Et là, on a des solutions très concrètes. Si parfois vous déprimez par rapport à la question du réchauffement climatique, sachez que des solutions existent et que un autre monde est possible. Voilà. Et justement, dans votre ouvrage, dans le chapitre 6, vous proposez des pistes de réflexion concrètes. Quelles sont ces idées, ces réflexions? Alors, c'est un plan hyper concret. Alors, si vous voulez l'acheter aux éditions 2031, mais c'est un plan hyper concret bah, que moi j'avais fait en lien avec. Parce que d'abord, j'ai créé un programme, puis après ça, j'ai fait des formations pour les élus par rapport à ça. Donc, c'est un deuxième livre. Le programme, c'est un premier livre. Ça, c'est un troisième livre avec le plan à la fin. Et en fait, bah, on explique comment on va faire au niveau de la formation. En fait, c'est comment on va faire. Alors ça, c'est le résumé de milliers de pages ou comment on va faire jour après jour dans le concret si on veut transformer la France au niveau, quelle stratégie, comment on va former, comment on va encadrer en fait cette nouvelle règle verte qu'on va pas prendre plus à la nature qu'est-ce qu'elle peut elle-même reconstituer, avec plein d'illustrations, bah, comment on va travailler avec toutes les branches, avec les syndicats, comment on va d'abord avoir comme levier la commande publique, comment on va reconvertir les actuels travailleurs par la formation, et comment on va travailler sur tout ce qui est l'innovation, voilà, voilà, et puis il y a un chiffrage de tout, combien ça va coûter, combien ça va rapporter, c'est c'est très très concret. C'était fait pour 2022 si on prenait le pouvoir à ce moment-là. Là, ça sera pour 2027. Et là-dedans, on reprépare vraiment quelque chose de très très concret pour faire cette planification écologique, pour faire ce changement, pour que on prenne pas plus à la nature que ce qu'elle peut elle-même reconstituer, puis pour donner un avenir. Et la France, je pense que c'est un pays qui peut engendrer les autres parce qu'on consomme 1% du gaz à effet de serre, mais en fait, non, on produit 1% des gaz à effet de serre, mais on en consomme 1,6 parce qu'on achète plein de produits chinois, etc. Et la France, c'est pas n'importe quel pays, parce qu'il y a un pays qui a fait cette transition écologique, c'est le Burkina Faso dans les années 80 avec Thomas Sankara qui avait fait véritablement tout un changement sur cette question écologique et l'idée qui avait fait par la construction. Et l'idée, c'est que tous les pays dans le monde fassent la même chose et qu'on essaye de faire vraiment autre chose, que ce soit après ça une boule de neige qu'on est en train de grossir. Ce livre s'appelle Un monde à construire ensemble. Mm. Et je pense que le mot ensemble, c'est un mot essentiel important. Le commun, la convergence, se rassembler. En fait, nous, ce qu'on voulait beaucoup, c'est que les gens travaillent ensemble. Alors, on a essayé de mettre ensemble des gens qui ne se parlaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient on ne peut plus construire parce qu'on artificialise les sols, et les gens avaient un vrai combat écologique. Et puis, face à ça, on s'était dit, mais il faut quand même écouter aussi des gens qui disent qu'il y a des gens à la rue et qui disent qu'il faut construire parce qu'ils n'arrivent plus à se loger, etc. Et au lieu de se les faire dans la désunion, on a fait écouter d'un côté des gens qui étaient plus proches de l'ancienne Fondation Abbé Pierre, voilà, Fondation pour la précarité, et de l'autre côté des écologistes qui travaillaient sur la non-artificialisation des sols, et puis on leur a demandé un peu qu'est-ce qu'il faudrait faire en se mettant à la place l'un de l'autre. Même chose entre des petits patrons qui perdaient leurs appels d'offres de grosses multinationales avec des travailleurs détachés qui travaillaient pour des grosses multinationales. Et tous les deux, en fait, peut-être qu'ils avaient intérêt à s'allier contre des très très gros patrons qui exploitaient à la fois les deux, quoi. Voilà. Et surtout, on a travaillé avec des ingénieurs en sciences des matériaux, de la CGT, cimenterie, qui vivent la délocalisation du clinker en Chine, avec des gens qui voulaient autre chose, un monde avec du bois, de la terre crue et de la paille. On a vu comment on pouvait travailler avec les gens qui travaillent dans les cimenteries pour faire cette énorme transition, et que comme ça, parce qu'aujourd'hui les cimenteries perdent énormément d'emplois
parce qu'on délocalise le clinker, parce qu'on diminue les emplois. Et nous, l'idée, c'est de garder ces cimenteries, peut-être les régionaliser, et de faire cette grande bifurcation écologique avec eux. Et voilà, et de mettre ensemble des gens. Parce que moi, toute ma vie, ça a été ça. J'ai un moment milité. Et puis, les gens qui militent, ils comprennent pas les gens qui veulent vivre de l'autonomie. Et donc, moi, j'ai fait rencontrer des militants, des gens qui étaient de l'autonomie, des gens qui veulent un débouché politique. Et il faut qu'on se parle tous, ces gens qui veulent faire un nouveau monde, pour que on arrive à créer quelque chose d'autre ensemble. Et donc, il faut beaucoup d'écoute, beaucoup de voilà. Et c'est tout ça que pour moi est important. C'est ça, le construire ensemble. Euh, Est-ce que c'est si simple que ça de changer son mode de vie, son mode de fonctionnement? On pollue tous, même les personnes qui font vraiment attention. Euh, Est-ce que nous ne sommes pas obligés de polluer? Alors en fait, ce que je présente, c'est qu'aujourd'hui, sur la question de la pollution et sur toutes ces questions-là, on culpabilise toujours les gens. C'est-à-dire, on dit, ouais, mais tu devrais manger bio, oui, mais j'ai pas les moyens. Ou alors, tu devrais faire ça, tu devrais construire en bois, en terre crue, en paille, etc. Et moi, je pense que c'est cette culpabilisation et cette guerre entre nous qui amène pour finir le fascisme. C'est-à-dire que, bon, on se culpabilise l'un l'autre, et puis après ça, on voit pas de solution. Eh ben moi, je pense que s'il y a une bifurcation qui est plutôt alors planifiée avec les gens, avec de l'éducation populaire, et puis avec un... Voilà, l'idée c'est de faire ça par branche, par commune, etc. Et ils se disent, voilà, on prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut elle-même reconstituer, parce que la nature, elle est là, elle est avec nous. Et donc il y a des règles, on essaye de les créer tous ensemble. Alors il faut un changement de pouvoir, hein, c'est plus un pouvoir représentatif, etc. Eh ben, je pense que ça peut déboucher sur quelque chose où on va faire tous vraiment autre chose. Et là, il n'y a pas de culpabilisation, parce qu'au total, c'est moins cher de construire avec des matériaux qui sont moins chers. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi le ciment est si peu cher? C'est parce qu'on y brûle des déchets, et l'État paye des déchets pour... voilà, aujourd'hui... l'État subventionne tellement des énormes multinationales qui leur permettent de ne pas construire d'incinérateurs, etc., et qui répondent à un certain type de monde. Et en fait, il faut dire, non, il faut tout renverser, on fait autre chose maintenant. C'est fini ce vieux monde. On va manger autrement, on va manger bio, on va ouvrir des cantines bio, on va relocaliser l'agriculture, voilà, et puis on va aussi se loger autrement, et les gens n'ont même pas idée de ça. Et en fait, ils savent même pas que le réchauffement climatique, ça peut être fini, parce qu'il y en a un qui croit au réchauffement climatique, c'est par exemple Trump. Il croit tellement au réchauffement climatique qu'il est en train de récupérer le Groenland, parce qu'il va pouvoir y faire des minerais, il va pouvoir faire du pétrole, il va pouvoir faire du fric avec tout ça. Et puis, par contre, aux autres, il dit non, moi je crois pas au réchauffement climatique, sinon il envahirait pas le Groenland, ça l'intéresserait pas le Groenland. Il y a rien, il y a pas d'habitants, il y a rien. Non, parce qu'il sait que ça va fondre et que lui, il veut aller de la fuite de l'avant. Et soit on laisse faire quelques-uns qui vont se faire plein de fric sur notre dos, ou alors c'est tous ensemble, on crée autre chose et on se met tous ensemble, quoi. Mais est-ce qu'on peut totalement être autonome? Non, parce qu'on est dépendant des autres, etc. Et moi, je pense que après, il faut qu'on se parle, etc. Faut que, oui, s'il y a des gens qui veulent tester l'autonomie, c'est super chouette. Mais non, je crois pas, moi. Je crois qu'il faut vraiment essayer à nos échelles, d'essayer de faire autre chose, mais aussi en essayant non, moi, j'ai testé l'autonomie, moi, dans ma vie, mais c'est, voilà, très vite après, non, on vit en réseau, l'être humain il est fait pour être en réseau, il est fait pour... Voilà, après il y a des réseaux qui sont tellement aliénants qu'on nous a tout perdu. Moi je me sais, quand j'ai fait des auditions citoyennes dans le Val d'Oule, mais il n'y avait plus personne, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien dans plein de coins. Quand tu sors de l'Épine et que tu vas sur toutes les... Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on peut vivre là-bas? L'idée, c'est qu'ici, rien qu'avec le projet qu'on a, on va retrouver du boulot parce qu'on va faire de l'agriculture pour que dans nos cantines et que la France soit souveraine au niveau agricole. Et puis la même chose, parce qu'on va avoir des débouchés avec de la paille, on va construire autrement et tout ça, ça va redévelopper autre chose, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de quelques autres habitats alternatifs? Alors aujourd'hui, des gens qui vivent dans l'autonomie, il y en a qui vivent en yourte, il y en a qui, voilà, qui construisent en pierre sèche. Ici, on a un patrimoine dans le sud-est de la France de pierre sèche qui est formidable, quoi. Je veux dire, après, il y a plein de gens qui essayent d'inventer des choses à leur manière. J'ai un grand ami là qui habite Ribéré. Lui, il a fait une maison enterrée, voilà, avec des pneus. Et donc, c'est un air chips.
Et donc, c'est super un jour si tu fais une émission avec lui. Tu vois, Luc, je pense que il a fait une maison qui chauffe pas, quoi. Mais c'est aussi les mêmes principes, quoi. Tu vois, il a une verrière devant et puis c'est enterré. Et il chauffe pas sa maison. Et voilà, il a fait des trucs super, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, il y a d'autres alternatives. Et puis c'est bien que les gens. Et puis aujourd'hui, tant que c'est pas massifié, les gens ils construisent en chanvre, c'est très bien, quoi. Voilà, ils peuvent utiliser d'autres matériaux biosourcés, c'est ce qu'on appelle avec une source biologique qui vient de la nature, comme d'autres pailles, quoi, qui existent, voilà. Michel, maintenant on va aborder des questions un peu plus vastes et plus larges. Quelle perception as-tu du capitalisme vert? Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le capitalisme vert? Bah, le capitalisme vert, c'est quand on se dit que pour une question écologique, on va s'en faire un business. Bah, aujourd'hui, par exemple, vous voulez pas avoir le cancer, bien, vous dites, j'aimerais bien pas avoir le cancer, etc. Les pesticides, c'est pas bon. Et donc, vous allez aller manger bio, aller dans des petites biocopes pour essayer de manger, pour essayer. Alors, c'est très très bien. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tout le monde puisse accéder à ça. Alors, soit vous faites votre potager et vous essayez, mais parfois, quand vous bossez dans le système, etc., vous n'avez pas le temps de faire votre potager, etc. Et puis, les légumes, aujourd'hui, ils peuvent venir de Chine, du 10e étage d'une construction. Le porc, il peut être fait, en Chine, au 15e étage, parce qu'aujourd'hui, voilà, on essaye tellement, il y a des fermes de 10 000 vaches aux États-Unis, voilà, on essaye toujours de faire de pire en pire avec ces accords de libre-échange. Et l'idée, c'est de refaire localement plein de choses. Et ma lutte contre le capitalisme vert, c'est que face à cette horreur, eh bien, il y a des gens qui se font un business de quelque chose qui devient plus cher parce que c'est rare. Moi, je prends l'exemple, par exemple, de la chaux, qui était l'ancêtre, un mauvais ciment, parce que c'était beaucoup plus fragile. Et comme aujourd'hui, le ciment, il est brûlé avec des déchets toxiques et dangereux, et donc comme l'État donne de l'argent aux cimenteries pour brûler, parce que ça leur évite de construire des incinérateurs, eh ben, le ciment devient un produit pas cher. Vraiment pas cher, puisque d'abord ils s'en foutent plein les thunes, parce que ils brûlent des déchets toxiques et dangereux. Donc aujourd'hui, il faudrait pas que la construction en paille, en bois, soit un truc plus cher pour gens qui ont de l'argent, etc. Et aujourd'hui, c'est ça le capitalisme vert, c'est le capitalisme, il fait de la catastrophe partout, mais il essaye de trouver une petite échappatoire, il essaye de trouver une filière pour des gens qui sont riches. Et donc moi, c'est ça que je veux pas. Ce que je veux, c'est qu'on change nos manières de faire, et qu'on mette en place des choses pour que ce soit d'abord un combat social, pour que les gens payent moins de logement, payent moins de chauffage dans leur logement. Et donc c'est ça que on lutte en essayant de planifier des choses pour un pays, en essayant de réfléchir avec les besoins des gens, partant vraiment de ce que les gens veulent. Et on invente quelque chose ensemble, et on n'essaye pas de trouver une solution que seulement quelques riches vont pouvoir se la payer, quoi. Et justement, quel est ton ressenti sur le sujet de l'habitat aujourd'hui, concernant la politique française? Moi, j'ai mal au cœur. À chaque fois, je vais dans des cités parce que j'ai fait des auditions citoyennes et puis les gens ils disent mais moi, j'arrive plus à me chauffer. J'en ai pour 150 euros de chauffage par mois. Les gens ils sont au RSA, ils ont 500 euros, ils ont rien, etc. Et la politique de l'habitat, d'abord, on a fait de la ségrégation spatiale avec des gens dans des hautes tours. Bon, c'est bien, est-ce que tout le monde aurait envie d'habiter dans ces grandes tours est-ce qu'ils ont rêvé de ça? Non, et l'idée c'est de repartir des besoins et que chacun puisse essayer de voir qu'est-ce qu'on veut et comment on peut faire ensemble. Faut que chacun soit digne et ait un logement digne, faut que chacun puisse se nourrir de manière digne. Alors je sais pas si je réponds à ta question parce que je suis parti dans mon monde, mais Si, c'est en lien, hein. voilà. C'est en lien, hein, la politique et les perspectives politiques. Euh, J'aimerais on a parlé de France, j'aimerais qu'on parle aussi d'autres pays, si dans d'autres pays il y a cette même prise de conscience sur ce sujet. Alors il faut savoir que la question de la construction, d'abord, aujourd'hui, je pense qu'on a quand même une élite mondiale qui se gave, qui se fait plein d'argent quand on voit l'affaire Epstein aujourd'hui, avec des gens qui nous utilisent comme des pions, ou quelque part ils nous prennent tout, ils nous utilisent dans tous les sens du terme. Et il y a plein de pays qui ont essayé de faire autrement. Donc le symbole, en tout cas, de la bifurcation écologique dans le monde du bâtiment, c'est Thomas Sankara pendant 3 ans,
en Haute-Volta, qui est devenu le Burkina Faso, qui a complètement changé les manières de construire, parce qu'il y avait un blocus économique, etc. Et lui, il a mis l'évêque, il a mis tout le monde au boulot à construire le pays avec de la terre. Et il a fait plein de changements super intéressants avec cette latérite rouge qui était... et donc il a fait cette bifurcation. Alors aujourd'hui, je sais qu'au Sénégal, il y en a qui ont des réflexions par rapport à construire autrement avec... Sonko. Alors en Bolivie, il y a des gens qui veulent se récupérer les terres et ils apprennent aux paysans à construire avec les matériaux qui les entourent. Le ministère de la Culture travaille avec ces questions-là. Donc moi j'ai un peu quelques liens, soit avec un sénateur, soit avec un président d'un parti politique qui est dans la coalition de PASTEF au Sénégal. Je sais qu'il y avait quelques liens aussi avec le Sunrise Movement aux États-Unis, qui avait tout un changement qu'on appelait le New Green Deal, le nouveau pacte vert, quoi, je veux dire américain. Bon, c'est pas aujourd'hui ça qui est mis en place, mais vous avez quand même aussi des réflexions sur la question du bâtiment qui étaient intéressantes. Bon, et en France, moi je travaille avec Jean-Luc Mélenchon, je ne mens pas, quoi, mais je pense que c'est simplement, je le dis parce que c'est lui qui a fait la préface de notre livre, c'est une des perspectives, et moi je travaille avec tous ceux qui ont envie de travailler dans ce sens-là, quoi, voilà. Et tu parles de Jean-Luc Mélenchon, si mes souvenirs sont bons, c'est la seule personnalité politique qui a répondu à votre appel. En 2016, on avait appelé tous les candidats à l'élection par rapport au programme qu'on avait pu faire dans une association qui s'appelle toujours l'association LESA, où on a mis ensemble des gens qui avaient des perspectives complètement différentes, et on a travaillé un programme tous ensemble. Et puis lui avait été passionné par cette bifurcation écologique et cette planification qu'on pouvait faire dans le monde du bâtiment. Il trouvait ça intéressant, et c'est comme ça qu'il a fait la préface ici de la réédition de notre livre, puisque la première édition a été épuisée, et donc on en refait une seconde édition. Voilà. Alors où peut-on se procurer ce livre ? Vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie, ou sinon sur internet, aux éditions 2031. Vous tapez édition 2031, Un monde à construire ensemble, ou vous tapez édition 2031 Michel Philippot, ou vous tapez préface Jean-Luc Mélenchon, édition 2031, voilà, Un monde à construire ensemble, et puis c'est 9 €. Bon, donc ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Alors aussi, vous pouvez, moi je sais qu'il y en a à Gap, il y a plusieurs exemplaires à Gap. Alors je vais essayer de redire le nom, c'est toujours la même chose, chez Ken, de la Loupiote, voilà, il y en a à la Loupiote. Je pense qu'il y en avait chez Davanier, voilà, il y en a plusieurs librairies en tout cas qui ont le livre, mais surtout à la Loupiote, ça j'en suis sûr et certain. On peut te trouver facilement. Voilà, c'est trouvable facilement dans toutes les librairies, voilà. Michel, KTB Radio est une radio libre, tu le sais. Souhaiterais-tu exprimer quelques mots sur le sujet de ton choix, qui peut être en lien avec le sujet de l'habitat ou En fait, moi pas je du voudrais, tous les auditeurs de KTB Radio, faites la com et la pub pour KTB Radio. Sachez que sur ce genre de sujet, c'est un sujet, qui est partagé par des centaines d'ingénieurs en sciences de matériaux, de personnes, mais il n'y a aucun grand média qui va en parler. Pourquoi ? Eh bien parce que les médias appartiennent à des grands milliardaires et qui en général ont des intérêts dans le monde du bâtiment. Et donc des radios petites comme KTB Radio, vous avez d'autres infos, vous avez d'autres liens, de choses qu'on ne parle jamais. Et puis simplement se dire, vous savez, je vous ai peut-être appris aujourd'hui quelque chose, c'est qu'en fait, vous pouvez déprimer tous les jours sur la question du réchauffement climatique, mais en fait, on a des leviers, on peut faire autrement. Et puis, merci. Je voulais féliciter KTB Radio pour le travail qu'ils font. Moi, j'espère que ce genre de radio pourrait être aidé, pourrait avoir des débats citoyens où on choisisse nos radios plutôt qu'aujourd'hui des radios. Aujourd'hui, il y a 7 personnes qui ont 90% des médias, et vraiment un soutien à KTB Radio, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Un grand merci, Michel. Merci. Et on va se revoir pour une autre émission bientôt, pour les élections qui arrivent en 2027. On va faire une émission spéciale. Tirage au sort, c'est ça? Ah, c'est ça. Juste. Tirage au sort, ça va être très intéressant. Un grand merci, Michel. Merci.
Et on va se quitter, en musique avec une chanson de Mickey 3D, Respire. Il y a une petite histoire avec cette chanson. Bah, c'est la chanson en fait, aussi on avait un média alternatif chez nous en Belgique en 2003 quand on était face à cette énorme cimenterie qui avait brûlé des déchets dits banals, c'est-à-dire des pneus, des carcasses d'automobiles, les bouts de l'Erica, et qui allait brûler des déchets à haute densité très toxiques et très dangereux. Et on a fait une émission qu'on a pu faire avec une radio, avec tous les habitants, et c'est les gens qui faisaient l'émission. Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus dans les médias publics, mais c'était une superbe... voilà, j'ai un souvenir merveilleux de ça. Et à la fin, on avait mis la chanson de Mickey 3D. C'était nous qui l'avions construite de A à Z, cette émission, soutenue par des gens qui avaient des possibilités de médias, qui étaient subventionnés bien. À l'époque, c'était en Belgique. Et voilà, cette chanson Mickey 3D, il faut que tu respires. On va l'écouter tout de suite. Un grand merci. Merci Michel. à toi et merci à tous les auditeurs. Et à bientôt. Merci et partagez. Hein. À bientôt. À bientôt. On partage. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Vous pouvez télécharger les applications gratuites depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter cette émission consacrée à l'habitat alternatif avec Michel Philippot, co-auteur avec Emmanuel Philippot du livre Un monde à construire ensemble aux éditions 2031. Et nous terminons cette émission avec Mickey 3D et la chanson Respire. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme il faut sa purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il
faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.